Allez, c'est parti. La semaine dernière, on avait parlé de quoi? On avait parlé des nuages. Ok. Ce qu'on n'avait pas parlé, que j'ai oublié de vous dire la semaine dernière, c'est les différentes traductions des grands trucs qu'il faut savoir. On avait parlé déjà en termes de température. Il y a un phénomène qui se passe surtout le matin. C'est quoi? La rosée. La rosée. C'est quoi la rosée? Est-ce que tu sais m'expliquer ce que c'est la rosée ou le point de rosée? Est-ce que quelqu'un peut me dire? Ouais. Ouais, exactement. C'est quand on atteint en fait 100% d'humidité dans l'air. En fait, quand la température diminue, on va atteindre 100% de l'humidité et donc on va avoir le point de rosée qui va être quand la température extérieure est à la bonne température pour qu'on soit à 100% d'humidité. Ce truc-là, ça se dit dew point en anglais. Okay, je vous donne juste les traductions rapidement, comme ça vous les avez. J'ai oublié de vous les donner la dernière fois, donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait dit sur les nuages? On avait dit qu'il y avait deux grandes familles. C'est quoi les deux grandes familles de nuages? Ouais. Alors, tout ce qui est la famille des stratus et tout ce qui est de la famille des cumulus. Ok. Lesquels sont stables, lesquels sont instables? Stratus, c'est stable. Stratus, c'est stable et cumulus, c'est instable. Il y a ensuite trois catégories qu'il faut connaître. Ça dépend de quoi les trois catégories? Ça dépend de l'altitude. Ok. Comment j'appelle ceux qui sont en bas? Terrestre. Non, ils n'ont rien, ils n'ont pas de suffixe. Comment j'appelle ceux qui sont au milieu? C'est les altos. Et ceux qui sont en haut? Ouais, les cirrus. Hop. Tout ce qui est sirop en fait. Hein. Hop. Voilà. Et notre ennemi numéro 1 qu'on va revoir aujourd'hui, hop, le cumulonimbus, qui est le pire parce qu'il nous projette quoi? Beaucoup de vent, des orages, donc aussi tout ce qui est précipitation qui va avec. Cumulonimbus ou aussi le TCU. Le TCU c'était quoi? En fait en anglais, je ne vous ai pas donné la traduction la dernière fois, c'est Towering Cumulonimbus. Towering, ça veut dire qu'il est en train de monter, en gros. Ou sinon, il s'appelle congestus en français, mais Towering Cumulus, c'est bien parce qu'on comprend l'idée de il est en train de monter. De toute façon, partout il est noté TCU. Ok, c'est le petit frère du cumulonimbus, c'est celui qui n'a pas encore grandi. Ok. Bon, ça c'est bon. Dans les précipitations, je ne vous avais pas donné les différentes traductions, donc je vais vous les donner maintenant. Hop. Donc ça, c'était le tableau qu'on avait déjà fait, c'est pour ça que je ne rentre pas dedans. Quand j'ai un tout petit peu de pluie très fine, ça s'appelle comment en français? La Bruine. La bruine. Ouais. Hop, je l'écris très mal. La bruine. La bruine en anglais, ça se dit drizzle. Ensuite, niveau au-dessus, c'est quoi? Des gouttes un peu plus grosses, de la pluie. Ça se dit comment la pluie en anglais? Rain. Ok. Le niveau encore au-dessus de la pluie, c'est quoi qui est encore pire que la pluie? L'averse. Et l'averse, ça se dit comment? Shower. Shower. Ça veut dire quoi ça en anglais, shower? Normalement? C'est la douche, ouais. Exactement. Il nous manque ensuite deux autres types de précipitations. La neige. Voilà. Snow. Et la grêle. Et j'ai pas mis les symboles, je vais vous rajouter les symboles parce que voilà. Grêle, c'est hail. Ok. Bon. Les symboles, comment on s'en souvient? Grêle, il y a un accent circonflexe, c'est donc un triangle comme ça. L'averse, il y a un V, c'est donc un triangle comme ça. La neige, c'est un flocon. Ok. La pluie, c'est des barres. Et la bruine, c'est une petite virgule. Voilà un petit peu le petit résumé de ce qu'on avait vu la dernière fois. Voilà, voilà. Je vais quand même faire un dernier mot qui est important. Comment on dit... Alors, c'est quoi un orage? C'est composé de quoi un orage? C'est composé de deux choses, normalement.
Un oral. Inverse. Alors, ouais, mais... Ouais, pas dans les précipitations. C'est... L'orage, il est composé de... Le nuage. Ouais, ok, alors je Éclair. m'exprime pas bien. Voilà, exactement, c'était à ça que je voulais arriver. Il y a un éclair, ça c'est la lumière, hein. Et il y a quoi d'autre? Le tonnerre. Le tonnerre. Ok, c'était là où je voulais en arriver. Le tonnerre, c'est quoi? C'est le Son. bruit, le son. Ok. Comment on dit un orage? Alors, on peut dire storm, on peut aussi rajouter thunderstorm. Le thunder n'est pas obligatoire. Storm. Storm, ça peut inclure aussi d'autres types que les orages, mais bon, on va rester assez général. L'éclair. Alors, ça peut être lightning. Ça, c'est un des premiers. Lightning. Ouais. Shazam. Shazam. Plus simple. Thunder. Alors, c'est bizarre parce que normalement, ça devrait pas être... Thunderbolt, pardon. Oui, Thunderbolt, c'est l'éclair... vous savez comment on le dessine, quoi. Bolt, c'est l'idée de l'éclair. Énergie. Ouais. L'idée d'énergie. Le tonnerre, du coup, c'est lui qui est thunder tout seul. Enfin, normalement, on dit pas thunder, on dit thunder, vu que c'est TH. Je dis thunder parce que... tout ça. Est-ce que c'est bon pour tout le monde, ça? Donc là, on fait petit rappel d'anglais comme ça. Vu que je vous les avais pas donnés la dernière fois, vous les avez tous en même temps. Alors, ils sont tous à la fin dans ce tableau de mort qui n'est pas organisé. Génial, c'est un tableau infini de 12 000 trucs. Il y a la moitié des trucs qui servent à rien, genre pellets, des granules de glace. Honnêtement, obéias, on s'en fout. Là, c'est pareil, dans les trucs les plus communs, ça va être quoi? Ça va être rain, shower, snow et peut-être hail à la rigueur. Mais ça, c'est les trois principaux. Et savoir que quand on me parle de thunder, de storm, de tout ça, bah voilà, c'est l'orage, quoi. Ok? C'est bon pour tout le monde? On m'a demandé la dernière fois de faire la correction des questionnaires, qu'on ne fait pas d'habitude. Le degré hygrométrique. Alors, je vais essayer de zoomer, est-ce qu'on y voit mieux là? Ouais. Ça, je peux effacer cette partie ou pas? Non, j'attends 2 secondes? Ok, j'attends 2 secondes. Ok. Ok. Alors, le degré hygrométrique. C'est quoi le degré hygrométrique? Alors oui, c'est pas hydro. Il y en a qui m'ont posé la question la dernière fois. C'est hygro, pas hydro. D'accord? C'est la page 182. Ouais. Le rapport entre la masse de vapeur d'eau contenue effectivement dans l'air et celle que cet air peut contenir au maximum. Ok. En fait, c'est l'histoire. Le degré hygrométrique, c'est quand je fais ma boîte ici et que je vous dis j'ai 70%. Le 70%, c'est la masse d'air, la masse d'eau que ça contient réellement, divisé par le total de la masse que ça peut contenir. Ok? Voilà. Rien à voir avec les températures en Kelvin, en Celsius, en tout ça. C'est un pourcentage. Ok? D'ailleurs, c'est pas c'est un degré au sens, c'est un pourcentage. Ok? Ensuite, quand le bulletin météo prévoit que le point de rosée et la température ambiante seront bientôt identiques, on peut s'attendre à quoi? Du brouillard. Du brouillard, pourquoi? Pourquoi c'est du brouillard? Parce qu'on atteint dans l'air 100% d'humidité. Ok? Donc en fait, ça veut dire que l'air, il va faire des petites gouttes qui sont suspendues, et donc c'est le brouillard. Ensuite, dans la troposphère, aux latitudes tempérées, les nuages de l'étage moyen sont situés entre quoi et quoi? Alors là, celui-là, c'est un peu pourri comme question, malheureusement, mais bon, ouais. 2000 et 6000 mètres. Ouais, entre 2 km et 6 km. Voilà.
Ça, c'est pareil, à part l'apprendre, il n'y a pas trop de choix. Donc dans le tableau, ce que j'ai oublié de marquer tout à l'heure, c'est les limites de la couche basse, de la couche moyenne. Ouais. La réponse, ça sera toujours en mètres, parce que là, il propose des pieds. Alors, dans ce cas-là, oui. Dans ce cas-là, oui, on ne parlera pas en pieds. Après, il y aura quelques questions où on vous demandera de faire des conversions. D'accord? Ce qu'il faut se souvenir, c'est que un pied, c'est combien à peu près? 0,3 mètres. Un tiers, quoi. Un tiers. Un pied, si vous regardez, c'est plus petit qu'un mètre. Bon, vous coupez en 3 et voilà. Il faut 3 pieds pour faire un mètre. C'est des grands pieds. Hein. Voilà. Des très grands pieds. Ok, là on vous demande d'indiquer lequel de ces groupes de nuages ne contient que des nuages stables. Que des nuages stables. Donc ce que je vous propose pour faire ça, soit on identifie tous les nuages stables, soit on identifie que les nuages instables. Quels sont les nuages instables? Tout ce qui est cumulo. Donc là ici, je sais que je suis en instable, donc lui c'est mort. Hein. Ok. Alto cumulus, on avait cumulo ici aussi. Alto stratus, pas de souci. Cirrostratus, pas de souci. Stratus, pas de souci. Cirrus, pas de souci. Cumulus. Donc là, je l'élimine. Cirrocumulus, bon, ils sont sympas. Hein. Là, ils nous ont mis que des instables. Pour être sûr, pour que si vous lisez mal la question, vous voyez que celle-là, elle pourrait aller si on avait lu la question à l'envers. Vu qu'il n'y a que des cumulus. Et là, je vois qu'il y a du stratus, du cumulus. En plus, notre ennemi numéro 1. Et son pote. Bon, la bonne réponse ici, il n'y en a qu'une seule, c'est la B. Il faut absolument, quand vous faites le BIA, penser, c'est pas parce que tant que vous n'avez pas fini de lire, la B elle est possible, mais il faut quand même éliminer les autres pour être sûr, je vous ai déjà dit, des fois les questions du BIA sont un peu péraves, et il y a potentiellement 2 questions qui pourraient être un peu limites. Donc pensez à être sûr que vous éliminez les autres, avant de choisir le truc. Parce que des fois, la D ça pourrait être A et B sont corrects. Voilà, ils aiment bien faire des trucs comme ça. Donc la bonne réponse, ce serait pas à la fois A, à la fois B, ce serait directement la D. Ils adorent faire ce genre de questions à la con. C'est débile parce que c'est pas logique. Il y a du coup 3 réponses justes entre guillemets. Quoi. Est-ce qu'il faut cocher les 3? Non, qu'une seule à chaque fois. Que la plus probable. Oui, c'est débile. Donc là, c'était la B pour la 22. La 23, l'ensemble des mouvements verticaux de l'air. Alors attention, on parle des mouvements verticaux, comme ça. Ok? Il faut penser à quoi? Il faut penser à un dessin d'une qualité extraordinaire. Ceci est un radiateur. Voilà. Et les radiateurs, comment on les appelle? Enfin, comment vos parents les appellent plutôt? Radiateur. Non, ils les appellent normalement des convecteurs. Ah bon? Ouais, les petits radiateurs électriques pas chers qu'on trouve dans les magasins de bricolage ou dans les mauvaises maisons, les tout petits pourris, c'est des convecteurs. C'est vraiment le pire qu'on peut faire. Du coup, la question c'était quoi? Je me souviens pas. Ici, c'est de la convection. Conduction, ça veut dire quoi? Ça conduit, c'est-à-dire, c'est le solide, c'est la propagation dans le solide. Là, c'est vraiment l'air qui bouge. Il en reste un dernier qu'on avait vu, c'est l'air qui bouge comme ça. Ça, c'était l'advection. Bon, je vous le dis, juste pour dire que des fois, avec le vent ou avec des différences de pression comme ça, il peut y avoir des mouvements d'air horizontaux, et ça, c'est de l'advection. Ok? Ça tombe pas souvent, c'est quand même plus souvent la convection, mais c'est bien de connaître les autres mots. Coalescence, subsidence, rien à voir avec la choucroute, donc on enlève. Le phénomène de convection, il est plus intense quand? Alors, c'est-à-dire, à quel moment j'ai le plus d'air qui monte? Ouais. Alors, tu dirais là, c'est l'été pendant l'après-midi. Alors déjà, est-ce qu'il fait plus chaud, le matin ou l'après-midi? L'après-midi. L'après-midi. Et c'est le moment où il y a le plus de soleil. Comment ça se fait ces mouvements d'air? Ça se fait par le soleil qui vient chauffer par exemple les cailloux plus que l'herbe. Et donc à cet endroit-là, ça chauffe plus. Donc il va y avoir des bulles d'air chaud qui se décollent. Et quand un avion il va venir comme ça voler, quand il passe dans une bulle d'air chaud, qu'est-ce qui se passe? L'air chaud il porte un peu moins. Donc en fait l'avion va... Et dès qu'il en sort, il va remonter. C'est ça qu'on appelle les turbulences. Les turbulences, c'est des masses d'air qui ont des propriétés différentes. Quand on passe dedans, bam, mon avion il vole plus, bam, il vole mieux. Ouais. Mais l'avion, pourquoi il descend, pourquoi il monte pas? Parce que l'air chaud, ça approche. Alors, justement, ici, quand je rentre dans l'air chaud, on imagine que mon air chaud il est là. Au moment où je rentre dans l'air chaud, tu es d'accord que mon air chaud, il porte mal. Donc, s'il porte mal, je perds en portance. Si je perds en portance, j'ai tendance à descendre. Mais, et là c'est un autre problème, suivant la température autour, mon air chaud pourrait être en train de monter à fond.
S'il est en train de monter plus vite que ce que je descends, dans ce cas-là, effectivement, je peux être en train de monter avec l'air. Il y a plein de trucs qui se passent en même temps. Ce qu'il faut voir, c'est que les turbulences sont créées par la différence entre deux masses d'air. Et quand je passe dedans, ben, mon avion il va bouger, il va avoir plus de portance, moins de portance. L'air va vers le haut, l'air va vers le bas, il va sur le côté, etc. etc. Donc c'est un peu tout ça qui joue sur les turbulences. Ouais. C'est bon pour tout le monde? Du coup, c'était quoi la question? Le plus intense, est-ce que c'est l'été ou l'hiver? Eh bien, c'est au moment où le soleil il chauffe à mort. Donc, L'été. l'été. Donc, par exemple, si vous devez aller faire un tour en avion avec quelqu'un qui a l'estomac un peu fragile, il vaut mieux aller voler en hiver. L'hiver, l'air, il est déjà plus froid, il est beaucoup plus stable. Alors, attention, hein, pas comme on a eu il y a 3 semaines où il y avait vachement de vent, des tempêtes partout. Juste un jour de soleil normal. L'hiver, il y a moins de turbulences que l'été. L'été, il vaudra mieux, si on veut éviter les turbulences, voler le matin. Il y aura moins de turbulences que l'après-midi. Ou la nuit. Ouais, alors la nuit, il faut avoir un truc spécial hein, pour avoir le droit de voler la nuit. Allez. L'orage, il est caractéristique de quoi? Alors là, normalement, tout le monde devrait être à fond pour dire c'est qui l'ennemi numéro 1. Donc c'est le cumulonimbus. Il n'y a pas à réfléchir dès que vous voyez orage, c'est lui. Hein. La cause la plus fréquente de formation des nuages dans l'atmosphère, c'est quoi? Alors, est-ce que c'est de l'air humide qui monte? Est-ce que c'est de l'air humide qui descend? Est-ce que c'est un réchauffement de l'air en altitude? Ouais. Ou est-ce que c'est une montée rapide des températures? Un soulèvement de Un soulèvement de l'ensemble d'un ensemble de particules d'air humide. Ouais. Vous vous souvenez pourquoi? Quand ça monte, en fait, ça refroidit. Et Ouais. du coup, Moi, je suis pas la capacité à stocker de Exactement. la vapeur d'eau diminue. Là, on imagine ce masque-là, quand elle monte, la taille de la boîte, petit à petit. Alors là, je ne l'ai pas fait au-dessus, il faudrait que je la fasse au-dessus, hein, mais la taille de la boîte, elle change. Mais par contre, la quantité d'eau reste la même. Et donc, plus je monte, plus à un moment, j'arrive à 100%. Ces boîtes-là, elles sont à quelle altitude? Ben, celle-là, elle est à cette altitude-là. Celle-là, elle est à cette altitude-là. Celle-là, elle est à cette altitude-là. Qu'est-ce qui va se passer quand j'arrive à 100%? Je vais avoir un nuage soit stable, soit instable. Suivant, Qu'est-ce qui définit ce qui est stable ou instable? c'est quoi qui définit ce qui est stable ou instable? C'est la comparaison entre la température de l'air à cet endroit-là et la température autour. Si la température autour est encore plus basse que là, comme Oui, ça c'est de l'air va. plus chaud, ça continue à monter. Si les deux sont égales, ça se stabilise et donc on a un Oui, nuage c'est pour stable. ça que sur les cumulonimbus, ça fait comme un chapeau. Ouais, un peu aussi, ouais. Bon, semi, on va dire semi. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ok. Les nuages qui peuvent donner des averses sont... Alors déjà, ce qui est sûr, c'est que il y en a un qui normalement doit être notre pote, on sait que lui il en donne. Cumulonimbus il en donne. Cyrus. Si je regarde tout le reste, Mais il y en a pas. il n'y en a pas. Cumulus congestus, c'est quoi? Ah, ce qui vient avant les cumulos. Ouais, c'est le TCU. Voilà. Donc, bah, le plus probable c'est ici. Ok? De toute façon, les nuages stables donnent peu de pluie et tout ça. Et là, on parle carrément d'averses. Hein. Donc, c'est vraiment le stage le plus énervé. Donc, les averses, c'est vraiment le cumulonimbus. Donc, la 27, c'était là. Et un nimbostratus, ça fait quoi? Un nimbostratus. Les nimbostratus, c'est des trucs qui sont un peu plus... Voilà. Vous l'avez normalement dans la page. Oui, mais je veux dire, ça fait pas de pluie. Pas spécialement, non. C'est juste que c'est plein de stratus à plein de niveaux différents. C'est un empilement de stratus. Exactement. Les nuages caractérisés par une base d'air instable. Et là, vous voyez que la question sur ce thème-là, elle revient quand même souvent. Hein. Donc là, je sais que si c'est instable, c'est tout ce qui est cumulo ou cumulus. Donc là, c'est instable. Ça, c'est instable. Stratus, ah, ça, c'est stable. Donc, c'est pas celle-ci. Ensuite, là, je regarde stratus, ça, c'est stable, donc c'est pas celle-ci. Là, je regarde stratocumulus. Ah, il a bien cumulus, mais il a strato aussi. Donc là, on peut avoir un doute. On va aller voir la réponse D. Est-ce qu'on peut l'éliminer? Cumulonimbus, stratus. Ça, on sait que c'est stable. D'ailleurs, Cyrus, pareil. Donc en fait, ici, même si on avait un doute, vous voyez que par rapport aux autres réponses que je suis sûr d'avoir éliminées, même si j'ai un doute sur celle-là, bah tant pis, je garde celle-là. Ça va la logique? Même s'il s'appelle stratocumulus.
Bah, écoutez, il a Cumulus quand même dans le nom. Hein. Hop. Donc c'était la C. 29. Après le coucher du soleil, dans la plupart des cas, les très basses couches de l'atmosphère sont... Alors là, celle-là, elle est pas évidente. Très Turbulente. instable. Turbulente. C'est les très basses couches. Et les très basses couches, elles seront très stables. Ah, Je ne vais pas rentrer dans le détail. Ça fait partie des questions du BIA où, franchement, Ça sert à rien. ouais. Bah, en plus, on doit pas voler de nuit, donc Non, voilà. Et puis en plus, alors après le coucher du soleil, on verra en réglementation. Le coucher du soleil, si on imagine le coucher, c'est 18 heures en hiver. La nuit aéronautique ne commence qu'une demi-heure après. Ça, c'est la réglementation. C'est-à-dire que théoriquement, j'ai le droit de voler jusqu'à 18h30. À 18h30, je dois avoir avion arrêté sur le parking. En pratique, l'hiver, à 17h15, on a encore un chouïa de soleil. Dès qu'il commence à passer derrière une montagne, en 3 minutes 50, on n'a plus rien comme luminosité. Donc même si on a le droit de voler jusqu'à 18h30 ou quoi, en vrai, l'hiver, on joue pas trop avec cette limite aéronautique d'autorisation. Le but, c'est d'être vivant. Hein. Et la piste à l'hivernon, elle n'est pas éclairée l'hiver. Et d'ailleurs, elle n'est pas éclairée la nuit, sauf quand on installe un système très particulier. Un jour, je vous proposerai d'y venir quand on fera un vol de nuit. Ce sera un samedi soir ou un vendredi soir. Je vous dirai, il y a un vol de nuit tel jour, est-ce que vous voulez venir voir? Comme ça, vous verrez comment on installe, comment ça marche. Alors, c'est pas hyper impressionnant à voir, c'est juste sympa. Ok? Voilà. Allez, en été, par chaque journée, l'apparition des gros cumulus en fin de matinée annonce quoi? un orage. Ouais, un orage. Et là, ça sent pas bon parce que les orages d'été, ils pètent sec. Ok. Là, encore une fois, ces deux questions-là, pour moi, ces deux questions-là, ça fait partie des questions dures. C'est pas grave, vous devez avoir plus que 10 sur 20, ok? La météo, c'est pas forcément le module le plus simple. Je trouve que module 1 et 2, c'est peut-être les plus simples. Module 3, la météo, pas évident. Réglementation, ça dépend, mais ça se passe pas trop mal. L'histoire, ça dépend à quel point vous aimez ça. Ce que je veux dire, c'est que module 1 et 2, normalement, vous pouvez prendre des points, beaucoup. Module 3, météo, vous verrez que les questions, elles se répètent beaucoup et ils ont de plus en plus enlevé les questions pourries comme celle-là. Ok? Les questions qui sont ici ne sont pas forcément représentatives du module météo. D'accord? L'apparition dans le ciel de nuages de type cirrus, ça annonce quoi? Ça, normalement, on l'a vu. Le cirrus, c'est les petites... L'arrivée du master. C'est ça, là? Et ça annonce, ouais, tu me l'as dit, Mustapha? L'arrivée d'une masse d'air froid. L'arrivée d'une masse d'air. Froid. Est-ce que vous êtes d'accord? Non. Poser cette question, c'est que c'est dans les fous. Il n'y a pas chaud. Normalement, ça devrait être, si je refais mon schéma, hein, hop, ça devrait être le front chaud. Les cirrus, ils sont en haut du front chaud. Ça, c'est mon front chaud. Donc ici, il faut que je regarde. Masse d'air froide? non. Non. Un réchauffement par un rayonnement des basses couches de l'atmosphère? Non. Ouais, bof. Un changement de temps dans les heures qui suivent? Ouais, potentiellement, parce que là, c'est vraiment le front chaud. Donc ça, on va le garder potentiellement. Celui-là, vraiment pas sûr. Dernier, la mise en place d'un air stable pour plusieurs jours? Non. Clairement pas. Dès qu'on a des fronts, on va avoir des nuages avec et tout ça. Donc c'est pas celui-là. Ok? Donc là, ici, on prendrait le meilleur ou le moins pire, c'est-à-dire le C. Ok? Et c'est la bonne réponse. Et du coup, pour la question 30, c'est quoi? Un risque d'orage? Oui, c'est un risque d'orage, ouais. De toute façon, les gros cumulus, ça veut dire que c'est un truc qui est en train... Le gros cumulus, il va se transformer en TCU, qui va se transformer ensuite en cumulonimbus. En gros. C'est ça qu'il fallait comprendre dans le gros cumulus. Mais c'est... Enfin, ça dépend tellement des cas que... voilà. Ce qu'il fallait dire, c'est... Bon, augmentation de la chaleur, pas forcément. Brouillard, non, clairement pas. Quand j'ai un cumulus, si l'air il monte, c'est que ça va monter et ça va s'évacuer. Diminution de la chaleur, il n'y a pas de raison. Donc c'était le seul qui était le moins pire, on va dire. Ok, et au pire, vous faites un 50-50 avec d'autres, et puis voilà. Hein. C'est pas grave. Enfin, voilà. Alors, une rue de nuages. C'est vrai que je vous ai jamais montré ça, donc je vais vous le montrer. Hop, merde. Une rue de nuages, ça ressemble vraiment, littéralement, à ça ou à ça. Celui-là, on y voit peut-être. Ah, est-ce que tu peux m'éteindre la lumière 2 secondes, Inès, s'il te plaît? Le bouton le plus proche de la porte.
Voilà. Vous voyez, ça fait des sortes de colonnes comme ça qui se suivent. C'est un phénomène hyper particulier qui dépend du vent, qui dépend de plein de trucs. Sur les vues satellites, on le voit, ça fait des traînées comme ça. Ok. Bon, c'est une parenthèse, c'est un truc un peu particulier, voilà. Donc, une rue nuage, c'est lié à quoi? Est-ce que c'est lié à quand il n'y a pas de vent? Non, clairement non. Est-ce que c'est lié au jour où il y a du vent? Oui, potentiellement. Uniquement en montagne? Non, c'est pas ça. Ça, on verra, on va le voir aujourd'hui, ce que c'est des trucs particuliers. Les chapeaux, là. Voilà, c'est exactement. Les nuages lenticulaires. Et tout ce qui est nuages orographiques qu'on va voir juste après. Toujours parallèlement aux vallées. Alors ça, on pourrait hésiter. En vrai, quand on ne sait pas ce que c'est, on pourrait hésiter parce que si j'ai une vallée comme ça ferait une rue nuage. Ouais, Et mais là, en un fait, peu c'est plus long. c'est plusieurs rues en parallèle. Là, vous pouvez pas le savoir, c'est celui-là, en vrai. Mais encore une fois, je vous ai dit, dans le BIA, il y a des fois des questions. Enfin, je veux dire, bon, vous n'êtes pas des experts météo, quoi. Faut pas abuser. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? On s'attaque la partie suivante. Hop. Allez. Partie suivante. Hop. Donc la partie suivante. On va parler de tout ce qui est phénomène météo dangereux pour l'aéronautique. Voilà. Je regarde juste ça. J'ai un problème technique. Bon. Ok. C'est pas grave. Alors, les phénomènes, vous les avez dans la vidéo M32. Ok. La brume. Alors, la brume, comment elle est représentée? Elle est représentée par ce symbole-là. Est-ce que vous savez comment ça s'appelle, la brume? En anglais? C'est pas comme le brouillard. Il y avait un jeu sur PC qui s'appelait Myst. Voilà. Un très vieux jeu sur PC qui est ressorti en VR récemment. Très bon jeu d'énigmes où tu es perdu sur une île. Alors, la brume, il y a une caractéristique, il y a une différence avec le brouillard. La visibilité, elle est entre 1 et 5 km. C'est-à-dire que dans la brume, on y voit quand même. 1 km, ça fait quand même déjà... Alors, en voiture, ça fait une très bonne visibilité. En avion, ça va, mais c'est pas ouf. Voilà. C'est pas ouf. On n'est pas chaud, quoi. C'est-à-dire qu'on y voit un peu. La brume sèche. Alors, la brume sèche, c'est un truc un peu pourri qu'on n'a pas trop chez nous. C'est quoi la brume sèche? C'est en gros, vous imaginez un nuage de sable, par exemple. Voilà. Le nom en anglais, c'est haze. Ok. Ça tombe pas souvent, ça, hein, dans la partie anglais. Mist, oui, un peu plus. C'est une flèche ou le. C'est un trait, pardon. C'est un peu comme un condensateur pour ceux qui ont déjà fait de l'électricité. Bon, ouais, j'ai des références très biaisées. Brume sèche, c'est une sorte de signe infini. Ok. Vers l'infini et de l'au-delà, ouais. Hop. Ensuite, on a effectivement le brouillard. Le brouillard, comment ça se dit en anglais? Donc le brouillard, attention, les trois traits, regardez, sont comme ça. Contrairement à la pluie où les traits sont en, comme de la pluie, quoi. Le brouillard, ça se dit comment? Fog. Ouais. À ne pas confondre avec frog. Frog, c'est la grenouille. Ok. Fog, c'est F-O-G. Ok. Ici, je vais faire un petit schéma, mais plutôt que de le faire en bas où j'ai pas la place, je vais le faire ici. Si je regarde la visibilité. La visibilité, elle commence à 0. Ouais. Bon, quand j'y vois à 0, globalement, je peux retourner dans mon lit, ça sert à rien, on sort pas de chez soi. Jusqu'à 1 km, c'est du brouillard. Donc si j'ai une visibilité de 0 à 1 km, ici, ça veut dire que j'ai du brouillard. Ok. Si je vais, alors je vais le faire un peu plus proche parce que sinon j'aurai pas la place. 1 km. Excusez-moi. Hop. Donc là, c'est du brouillard. Ensuite, on a dit que c'était jusqu'à combien qu'on pouvait avoir de... Jusqu'à, non, 5 km. On a dit que c'était quoi? La brume, c'est. La brume. Ok.
Ensuite, on va avoir deux autres limites. On va avoir 8 km et au-dessus de 10 km. Ok. Là, ici, on va dire qu'on a une bonne visibilité. Ouais. Et quand on est au-dessus de 10 km, on a une excellente visibilité. Monsieur, pourquoi il y a le 8 km? Bonne question. C'est en dessous de 8 km. Ouais, Qui te dit, c'est à moi. En fait, c'est ensemble. Regardez. Hop. Je ne sais pas exactement le 8 km à quoi il sert. Je me souviens que je l'avais noté. On s'en fout. Ouais. Il y a un truc qui va être important quand même, c'est... Je vais le mettre en couleur. Ça, c'est important. Ici, j'ai 1,5 km. En dessous, nous... Voilà. Ça, c'est la limite qu'on va appeler VMC. D'accord? Il existera en dessous, on sera ce qu'on appelle en IMC. Ouais. VMC, ça veut dire qu'on a le droit, c'est la météo pour le vol en visuel. On n'a jamais le droit d'être en dessous de 1,5 km. Ouais. Et c'est la différence entre VFR et IFR. VFR, on est toujours au-dessus. IFR, on a le droit d'être au-dessus, mais on a le droit d'être en dessous. Bien sûr, les IFR, ils ont le droit de voler quand on y voit. Hein. Ils ont pas... Ah non, il n'y a pas de brouillard, je ne mets pas mes instruments. Non, non, ils ont le droit. Ouais. Ok. Ouais, voilà. Donc, ce qu'il va falloir retenir, c'est surtout ces deux mots-clés-là. Hein. Brouillard et brume. Savoir que brouillard, c'est un truc, on n'y voit pas loin, 1 km. Brume, on y voit jusqu'à 5 km. Donc, quand il y a de la brume, potentiellement, je peux aller voler. Potentiellement. On va pas forcément s'y amuser, mais potentiellement, on pourrait. Ok ? Dans le simulateur, tu peux. Parce que dans le simulateur, tu risques pas trop ta vie, normalement. Ok ? Normalement. Allez, c'est bon pour tout le monde ? Alors, on avait dit que le refroidissement, il conduit d'abord à la saturation de l'air, puis à la condensation. En gros, quand l'air se refroidit, la taille de la boîte change, et donc, ça va saturer, et ensuite, ça va condenser. Ça va nous faire des gouttes dans l'air. D'accord ? Ça, c'est les vidéos M34, M35. C'était combien le celui d'avant? Juste avant, c'était M32. Voilà. Ok. À quel moment on va... Alors, le brouillard, il peut venir de plein de conditions différentes. Il peut venir, le brouillard, du rayonnement. Ça veut dire quoi, du rayonnement? Du soleil, ouais. À quel moment on va l'avoir? Le matin. À quel moment j'ai de la rosée et ça se transforme en brouillard? Quand le soleil se lève. Ouais, ok. Donc, c'est-à-dire quand il n'y a pas trop de nuages, un ciel clair. Et est-ce qu'il faut qu'il y ait du vent ou pas du vent? Non, Pas de vent. Vent faible. Ok. Ça, c'est le premier type de brouillard. C'est le brouillard de rayonnement. Voilà. Ensuite, on peut avoir des brouillards d'évaporation. Ça veut dire quoi? On avait de l'air qui était froid et sec, qui arrive au-dessus, qui passe au-dessus d'un lac ou d'une rivière. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On le voit bien, ça fait hyper beau des nuages juste au-dessus du lac, c'est trop mignon. Voilà, ça le fait sur le Lot. Ça le fait surtout sur les lacs. Le Lot, après, comme c'est de l'eau en mouvement, des fois, ça crée des mouvements d'air aussi. On le voit un petit peu moins que sur un lac. Quand vous passez sur la route, sur des routes où c'est un peu en contrebas, on voit bien des couches de nuages par-dessus les lacs. C'est assez joli, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Alors, ça, c'était de l'évaporation. L'advection, c'est quand on a de l'air chaud qui arrive dessus. De pente, c'est que j'avais de l'air qui est poussé en haut d'une montagne. S'il est poussé en altitude, bah dans ce cas-là, il va se saturer. Et donc, on va avoir du brouillard. Ou de mélange. Alors, mélange, c'est quoi? C'est qu'on a deux vents qui viennent de deux endroits différents, qui n'ont pas les mêmes caractéristiques. Et quand ils se mélangent, bah, ça fait du brouillard. Ok? C'est pas utile de tout retenir. Il faut juste savoir que le brouillard, il a plein de raisons de se former. Ok?
Voilà, j'ai rien d'autre à dire sur ça. Enfin, rien d'autre de... C'est trop détaillé après. C'est bon ou pas? J'attends. On va parler maintenant du givrage. Hop. Le givrage, comment ça se dit en anglais? Comment on dit une glace? Freeze. Ice. Ice. Donc ça peut être... Merde, je l'ai mis en vert. Icing. Ah, c'est du glaçage. C'est le glaçage, ouais. Sur les gâteaux, quand on dit icing, c'est le glaçage. Moi j'aime bien. Effectivement. Le givrage, il se représente comme ça. 2 barres. Ça, c'est un givrage modéré. Et là, c'est un givrage sévère. 3 barres. Faut faire ça. C'est juste les symboles. Il faut les connaître. Il y a écrit en dessous, c'est vert, modéré. Modéré et sévère. Non, modéré, pas motivé. Oh, tu dis que j'écris si mal que ça? Non, c'est mignon. Ouais. Ok. T'as demandé ce qu'il avait. C'est quoi le givrage? Il se passe quoi? Ça fait de la glace. C'est quand je suis dans l'air en train de voler et il y a de la glace qui se forme directement sur mes ailes, sur mon pare-brise, sur tout ça. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Ça se forme aussi par exemple sur ma sonde Pitot. Ah oui. Ouais, c'est pas ouf, hein. Sur ma prise statique. Ouais. Sur l'air qui est absorbé qui va ensuite être réinjecté dans le carburateur. Oh, ça. Globalement, c'est la merde. Ok? Si on résume. Qu'est-ce qui va se passer quand j'ai du givrage? Sur les ailes, il se passe quoi? Bah, les Ça ailes, modifie la portance. Ça va, au lieu que j'ai une belle aile bien aérodynamique et tout ça, ah, là, j'ai c'est du bon. givrage qui va commencer à se faire comme ça. C'est dégueulasse. Ça va faire que les lignes, ici, elles sont complètement bousillées. Donc en fait, on peut avoir une destruction de portance très rapide quand ça commence à givrer. C'est pour ça que la dernière fois, on avait dit, il y a certains avions qui, sur le bord d'attaque ici, peuvent avoir des fils électriques qui viennent chauffer pour faire fondre le givrage. Alors attention, ça marche que dans certaines conditions, certaines températures et tout ça, il ne faut pas le faire tout le temps. Il existe aussi à l'avant un autre système, ici, de sorte de boudin gonflable. Et ils viennent gonfler le boudin, et au moment où le boudin se gonfle, qu'est-ce qui se passe? Ça vient casser la glace qui va tomber. Ça, c'est un deuxième truc. Là, pourquoi on le fait surtout ici et pas là? Parce que c'est l'endroit où normalement les lignes d'air viennent accrocher à l'aile. Donc si on détruit ici dès le début, bah, en fait les lignes d'air elles sont mortes hein, quasiment après. Donc c'est pour ça qu'on le fait surtout ici et pas sur toute l'aile. Après on pourrait potentiellement, mais plus il y a de surface, plus c'est chiant. Donc voilà. C'est lourd. Et Ok. c'est aussi là où il y a les gouttes qui viennent taper. Et c'est aussi là où on a le contact en premier de l'air, donc notamment les gouttes d'eau surfondues qui instantanément se transforment en glace. Ok. Ça c'est le premier problème, c'est que ça modifie tout ce qui est aérodynamique. Le deuxième problème, c'est que ça alourdit l'avion. Et ça peut l'alourdir très vite. Et donc, si ça alourdit très vite et qu'on était déjà en début de vol, avec des limites de vol, par exemple, je suis parti avec l'avion 4 places, j'ai pris des bagages, et j'étais pile poil, j'ai chargé en carburant pour être sûr d'être bien. Si ça commence à givrer, que ça rajoute du poids, je peux me retrouver dans des conditions où mon avion, il a, structurellement parlant, il n'était pas prévu pour. Ok. Dernier truc, ça peut bloquer tout ce qui est les sondes pitot, sondes statiques et tout ça, mais aussi les gouvernes. Alors là, on est dans des cas de givrage pas fun. Hein. À partir du moment où vous ne pouvez plus piloter, votre avion, c'est un caillou. Hein. C'est un caillou qui vole pour l'instant, mais qui ne va pas voler longtemps. Parce qu'en fait, quand on pilote, on réajuste en permanence. Et donc, il y a un moment, si on ne peut plus ajuster, mon avion, il va faire ça, et puis après, il va faire, et il rentre en spirale, et merci, au revoir. Du coup, t'es mort. Voilà. Il existe, du coup, un truc qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle le brouillard givrant. On va juste faire son symbole. Le brouillard givrant, c'est du brouillard qui givre. Et son symbole, alors je vous le fais, c'est juste pour que vous l'ayez quelque part. En vrai, je ne l'ai jamais vu dans le BIA. C'est entre parenthèses. Hein. Voilà. Et ça s'appellerait freezing fog. Le brouillard, fog, freezing qui gèle. Alors là, c'est bizarre que givrage, je ne sais pas si on peut juste dire freezing. J'en sais rien. Je sais que ça se dit icing. En fait, il y a plein de types de givrage. Et on va les voir très rapidement. Freezing fog.
il me demandait un jeu. Moi, je connais. Hmm Crazy Ça me demandait un jeu vidéo. C'est vrai. Moi, je connais Crazy Frog. Ça a aucun rapport. C'est pas la même Ah, chose. si. C'est bon, je peux effacer? C'est mieux, ça. Ok. Allez, on avance. Alors, le givrage, ce qu'il faut voir, c'est que suivant comment il est apparu, en fait, il y a plein de types de givrage différents. Vous n'avez pas à les connaître tous, etc. Mais c'est important de savoir qu'il y en a plusieurs et qui ne viennent pas du même endroit. Le givre c'est quoi? C'est quand on est dans une zone de pluie surfondue, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Là, si vous regardez, ça fait ce genre de choses. C'est-à-dire que ça vient se mettre sur tous les bords, voilà, ok? Ensuite, ça se produit principalement au niveau des fronts froids et il se couvre de glace très rapidement, d'accord? Même sur les hélices et aussi dans la motorisation possiblement. Ça, c'est hyper important quand on prépare un vol, on regarde la météo et on regarde s'il n'y a pas ça. Parce que ça peut être très vite, très critique. Le verglas, ça c'est quelque chose que vous avez déjà vu. Ça, c'est les gouttes qui se gèlent, mais au niveau du sol. Ça, c'est pas en l'air. Le verglas n'est jamais en l'air, d'accord? C'est du dépôt qui est transparent. Le verglas, ça se voit pas hein, sur le sol. Enfin, si, on voit que ça brille un peu, mais c'est pas blanc. D'accord? Ça brille un peu, c'est plutôt transparent le verglas, d'accord? Ça peut être hyper important. Voilà. Quand on a des Ouais. La gelée blanche. Alors, là, c'était de l'état gazeux à solide. D'accord? C'est pas lié à la surfusion. Et là, ça peut intervenir au sol, après qu'il y ait une nuit froide, ou si l'avion il traverse un air chaud, après d'être sorti un air froid. C'est rare ça, non? Ça passe pas par les... Ouais, c'est pas le cas de tous les jours non plus. Après, ça peut arriver. C'est assez faible, ça gêne surtout le pare-brise, en gros. D'accord? Parce que la différence avec le verglas, c'est que ça, c'est pas transparent du tout. C'est très blanc. Donc du coup, c'est vraiment gênant, quoi. Ok? Comment on élimine tout ça? Dégivrage. Alors vous voyez ici, ils sont en train d'asperger l'avion. Je ne sais pas si vous avez déjà pris de l'avion par des temps très froids. Ils aspergent les avions de produits qui vont une sorte d'antigel ou de réduction du gel. D'accord? Ça, c'est la première chose. Et surtout, ils le dégivrent. Ils vont venir faire fondre toute la glace qu'il y a, etc. En vol, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Soit on a ici des petits fils chauffants, principalement sur le bord d'attaque, qui vont venir faire fondre. Le problème, c'est qu'il faut le faire que dans des cas bien particuliers, parce que si je fais fondre et que ça, je regèle par-dessus, il sera encore plus solide qu'avant. Donc il faut... C'est encore plus la merde. Donc ça, les pilotes de ligne, parce que ça, on l'a pas sur les petits avions, hein, c'est que sur les gros avions et les avions plutôt jet, plus haut niveau. Ça, on ne le fait que dans certains cas, pas dans toutes les conditions où ça a givré. Sinon, les petits boudins qui se gonflent. Les petits boudins qui se gonflent, bah là, on vient casser. Ça, il faut le faire assez tôt. Ouais. Avec un Cessna, c'est pas possible d'aller aussi fort. Bah si. Tu as bien des Cessna qui volent au Canada, en Russie, etc. Donc en fait, c'est possible. Tout est possible. Il y a le chauffage à l'intérieur. Je dis pas qu'il fait hyper chaud. Hein. L'hiver, tu te mets pas en t-shirt dans le Cessna. Mais il fait bon, tu as le chauffage, donc ça va. Ok. Et on arrive sur notre grand ami, le cumulonimbus, comme si on n'en avait pas déjà assez parlé. Vous voyez, aujourd'hui, c'est un peu plus un cours où on reprend tout ce qu'on a déjà vu. Hein. Le cumulonimbus, vous l'avez ici, il est beau. Qu'est-ce qu'il est beau aussi? C'est un chapeau. C'est un mélange entre cheminée et chapeau. Ok. Un chapeau sur une cheminée. Il se forme, alors un truc qui va être hyper important, il se forme principalement dans les fronts froids. Ça, c'est un truc important à retenir. Vous vous souvenez, dans le dessin, il est sur la deuxième partie, dans le front froid. Ok? Ça, c'est toute l'année. Et au printemps et en été, si le c'était pas facile à dire. Si le sol a été chauffé fortement, il peut se former au printemps et en été. Parce que si le sol a été vachement chauffé, on a des gros mouvements de convection. Oui, Et si l'air il était un peu humide à ce moment-là, ben voilà. des fois les nuages, on les voit qui montent. Ouais, clairement. Ça monte vite. Qu'est-ce qui fait normalement le cumulonimbus? On va peut-être pas tout reprendre. Ouais, il fait déjà énormément de vent. Vous voyez, des gros courants ascendants. À l'intérieur, des gros courants descendants. Ok, on est à plusieurs centaines de kilomètres/heure à l'intérieur.
À l'extérieur, on est aussi à des très très bons vents. Ce qu'il faut voir aussi, un truc qui va être intéressant, là c'est le prof de physique qui parle, dès que j'aurai retrouvé mon stylo bleu, c'est pas celui-là, bon c'est pas grave, ça ira. Qu'est-ce que je vais avoir? Eh bien je vais avoir ici des charges électriques positives. Ah, c'est comme les tornades, ce truc. Et là je vais avoir des charges électriques négatives. Ce qui se passe, c'est quoi? En interne, ça peut se rééquilibrer en faisant des éclairs en interne. D'accord? En fait, quand on voit un orage, on voit souvent beaucoup d'éclairs en l'air. Mais si j'ai assez de charges négatives ici, il peut y avoir quoi? Ici, il peut y avoir eu des plus là au sol. Enfin, il y a des plus et des moins au sol, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le sol il est équilibré, d'accord? Si là il n'y a que des moins et là il y a des plus et des moins, qu'est-ce qu'il va vouloir faire? Ça c'est un éclair, ça se voit pas? Hop, voilà. C'est des éclairs qui viennent du haut. Les éclairs, ils viennent pas du bas. Alors, les éclairs qui viennent du sol, ça existe. C'est quand même très rare. Dans les cumulonimbus, on a plutôt des éclairs descendants. C'est très rare d'avoir des éclairs montants, c'est dans des cas hyper particuliers du sol qui s'est ionisé, des choses comme ça. C'est les deux qui se rejoignent? Non, les trois quarts du temps, c'est là qui va jusque-là. Je dis pas que ça n'existe pas des endroits où ça rejoint un petit peu, mais en général, c'est pas le premier éclair qui fait ça. D'ailleurs, là, je fais un éclair tout droit, mais en vrai, les éclairs, ils ont des branches. Hein. Ok. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire là-dedans? Ok. Donc, il faut faire gaffe parce que les vents aux alentours sont hyper importants. Et qu'est-ce qu'on retrouve autour? On retrouve des averses. On retrouve de la pluie, pourquoi pas. On retrouve quoi d'autre? On peut retrouver de la neige. On peut retrouver, si je le fais dans le bon sens, de la grêle, l'accent circonflexe. Et bien sûr, je vous ai pas donné, je crois, le symbole de l'orage. Le symbole de l'orage, c'est ça. Ok, ça c'est un orage. Qui se dit comment en anglais? J'ai oublié. Thunder, storm. Thunder plutôt, ce n'est que le bruit, le thunder. D'accord? Thunderstorm, c'est l'orage. Ça peut amener aussi du givrage. Et ça peut amener un dernier truc dont je ne vous avais pas encore donné le symbole et vous les aurez quasiment tous les plus importants. Ça, des turbulences. En anglais, turbulence, c'est un mot pas facile, ça se dit turbulence. Je vous écris la turbulence. Voilà. Ok. Est-ce que ça va pour tout le monde? Mis à part que j'ai des traces de doigts. Vous les avez déjà fait ces logos? Oui. C'est juste, je remets. Lui, qu'est-ce qu'il nous amène? C'est le paquet cadeau, tu vois, c'est le Père Noël qui nous amène des averses, de la pluie, de la neige, de la grêle, des orages, du givrage et des turbulences. Et les cadeaux. Ouais, pas beaucoup de cadeaux, ouais. Ok. Donc voilà. Hop, ça c'est bon. Hop. Et là, normalement, si je... Allez. Mais ça va sonner dans 30 secondes. Pas grave, ça ressonnera. Donc, le cumulonimbus, c'est notre ennemi numéro uno. Il nous apporte un peu de tout ce qu'il peut. Hein. Ok. Hop. Et voilà. Ensuite, on a quoi? Hop. Touk.
ça peut même tomber sur l'avion. Ah oui, Est-ce ça, que je sais. c'est grave? Bah oui. Oui, ça va non, endommager pourquoi? l'air. Bah, il y a tous les trucs qui vont bouger un peu, non? Ça va dérégler les. Ouais, en fait, c'est pas grave du tout. C'est comme s'il y a un orage dans votre vie, le premier truc que vous devez faire, c'est aller dans la voiture. Vous montez dans la voiture. La voiture est en métal. On pourrait se dire... Ah, attendez, je mets juste en pause une seconde. Donc, la voiture, ça a beau être du métal. Ce qui va se passer, c'est que le métal... Ceci est une voiture. Waouh! Déjà, la chance que l'éclair il tombe sur la foudre elle tombe sur la voiture est très faible parce que les pneus c'est des pneus en caoutchouc. Le caoutchouc c'est un isolant. Donc en fait, si le courant il a le choix pour rejoindre le sol, parce qu'en fait un éclair ce n'est que le courant qui veut rejoindre le sol, d'accord? S'il veut rejoindre le sol, il doit soit passer par un isolant, soit passer par exemple, un poteau électrique qui traînait par là, ou un arbre, ou quoi que ce soit. S'il a le choix, il va toujours passer, comme vous, hein, on prend le choix de la facilité. Le courant, passer dans un poteau électrique avec plaisir. Souvent, en plus, les poteaux électriques sont reliés à la terre. On a des petits piquets comme ça. Autre possibilité, qu'on va retrouver normalement dans les villages. Dans les villages, j'ai une église. Ceci est une église. Il faut imaginer. Hein. Et en haut, il y a souvent un élément métallique comme ça. C'est un paratonnerre. Et c'est relié ici à un petit piquet qui est dans le ciel. C'est un paratonnerre. C'est fait exprès. On met un point métallique très haut pour dire à l'orage, si tu as envie de tomber quelque part, viens ici Coco, on te ramène facilement vers le sol. Ouais. Quoi ? Oui, il y en a aussi sur les bâtiments des lycées, des trucs comme ça. Donc là, ici, sur la voiture, pour que ça tombe sur la voiture, c'est quand même peu probable. Pour que ça tombe sur l'avion, c'est peu probable. Quand ça arrive, est-ce que c'est grave? Non. Non, parce que souvent, alors je ne vais pas prendre l'exemple de la voiture, je vais prendre l'exemple de l'avion. La carcasse métallique, elle n'est pas reliée aux éléments qui sont à l'intérieur, là où les gens y touchent. Si les gens touchaient directement à la carcasse métallique, on aurait du cochon grillé. Comme ils ne touchent pas à la carcasse métallique et que la plupart des instruments sont isolés électriquement de la carcasse métallique, ce n'est pas grave. Ceci étant dit, typiquement, les avions sont faits pour que les instruments puissent fonctionner jusqu'à 10 000 volts. Voilà. C'est-à-dire qu'au moment où il y a la foudre qui tombe, l'instrument, ce qui se passe, en fait, vous imaginez toujours 10 000 volts par rapport à zéro. Mais en pratique, l'avion, quand il est en l'air, il ne touche pas le sol. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que son niveau de volt moyen augmente dans l'air. Et donc en fait, le 10 000 volts par rapport à ce qu'il était à l'instant T, ça lui change pas grand-chose. Alors, je reste global. Il y a des questions d'énergie, il y a des questions de plein de trucs. Ce que je veux dire, c'est que c'est moins grave d'avoir un éclair en l'air que d'avoir un éclair au sol. Okay, parce qu'au sol, le courant, il va vraiment passer. Et si on touche le sol, alors on a les pneus qui nous isolent un peu, mais voilà. Ok. Ouais, ça fait une cage de Faraday qui nous protège. C'est-à-dire que c'est la cage qui va prendre, mais les gens qui sont à l'intérieur, tant qu'ils ne touchent pas le métal de l'avion, c'est bon. Ok. Voilà un petit peu l'idée. On n'a pas besoin de savoir plus hein, pour le bénir. Hop, bien sûr, je me suis loupé. On va parler d'un effet qui n'est pas spécialement rigolo, mais bon, c'est l'effet de fun. J'espère que vous avez apprécié le jeu de mots. Effet de fun, ça s'écrit F-O-E-H-N. L'effet de fun, c'est un truc qu'on a déjà vu. Ok ? C'est lié typiquement aux montagnes, ok, et aux chaînes de montagnes. Qu'est-ce qui se passe quand j'ai de l'air qui est froid, qui arrive sur les Pyrénées? Donc c'est de l'air froid, il a tendance à monter, d'accord? Qu'est-ce qui se passe quand il monte? Eh bien, il se charge, il était humide, il était froid et humide ici, il monte, la boîte, elle diminue en taille. Et si elle diminue en taille, il se forme des nuages. Et s'il se forme des nuages, au bout d'un moment, ça peut aussi faire de la pluie si c'est des cumulus. Ok? Voilà. Et qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Quand l'air il passe de l'autre côté, il fait beau,
C'est pour ça que par rapport aux Pyrénées, le côté français a toujours une météo dégueulasse, le côté espagnol a toujours une météo top. Parce qu'en fait, l'air, il vient dans ce sens-là, depuis la France. Et c'est de l'air qui vient en général de l'Atlantique, et donc il est déjà humide et froid. Monsieur, c'est l'inverse. Sur le schéma, il y a marqué espagnol à gauche et France à droite. En fait, ils n'aiment pas l'Espagne. Pourtant. Qu'est-ce que je dis comme vent quoi? du Sud. C'est pas logique. Mais c'est pas grave. Ouais, c'est pas très logique. Hein. C'est logique vu que nous, on est au nord. Attends. Ah non, non, espagnol. Ce qui est pas Ah oui, non, je sais pourquoi. On va y revenir après. C'est qu'on parle pas de la même zone des Pyrénées. Là, il parle des Pyrénées de l'ouest, oriental. Non. Occidentales, merci, les Pyrénées occidentales. Et moi, je parlais des Pyrénées orientales. Les deux endroits des Pyrénées, c'est pas les mêmes vents. On va les voir juste après. D'un côté, on a la tramontane et de l'autre, on a le vent marin. Et en fait, il y en a un qui vient comme ça et l'autre qui vient comme ça. Et moi, je pensais à celui-ci, c'est-à-dire sur les Pyrénées plutôt orientales. C'est pour ça qu'il y a une partie presque désertique en Espagne, les Pyrénées. Je sais pas. C'est une bonne question. Je sais pas te répondre. Bien formé. Ce qui est important, c'est qu'ici, on va avoir deux choses. Ici, on va avoir des nuages. Et on peut avoir même plusieurs couches de nuages comme ça. Et l'air, au moment où il est là, il est en nuage, il se décharge de son humidité. Quand il arrive ici, qu'est-ce qu'il fait? Il a tendance à redescendre. Et ensuite, ça va pouvoir faire un peu des vagues comme ça, d'accord? Et là, on peut retrouver des nuages, du coup, à cet endroit-là. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir un système comme ça où il y a des nuages là, il n'y en a pas ici, il y a des nuages là. Et en plus, ici, ça crée des vents un peu particuliers qui tournent sur eux-mêmes. Ok? Je voulais marquer, voilà, ici, ça, c'est ce qu'on va appeler des rotors. C'est des vents qui tournent sur eux-mêmes. Quand ils redescendent de la montagne, en fait, ils font des sortes de tours sur eux-mêmes. Ok? Voilà. Cette zone-là, c'est ce qu'on appelle une trouée de fun. J'écris très mal. Est-ce que vous arrivez à lire? Non. Tant pis. Oh. Et là, on va avoir des nuages plutôt lenticulaires. Alors, une trouée de fun, c'est cette zone-là. Là. Trouée. Une trouée, c'est d'ailleurs un trou entre les nuages. Hein. Ouais. Trouée de fun. Parce que c'est l'effet de fun. L'effet de fun, c'est l'effet que l'air qui, quand il monte la montagne, ça fait des nuages qui vont avoir tendance à pleuvoir. Quand ils sont derrière, comme ils sont débarrassés d'une pourcentage d'eau, ben, ils ont tendance à redescendre. Or, ici, ils se réchauffent un peu, donc ils remontent un peu, etc., etc. Ça fait un peu des vagues comme ça. Ok? Si je devais les tracer, ça ferait des trucs comme ça. Avec plusieurs nuages ici aussi. Ok? Je vais essayer de vous trouver une photo de ça. Le temps que vous recopiez ça. Comment vous écrivez C'est écrit. F-O-E-H quelque chose. Ouais. Ah, c'est même en... Hop là. J'essaye de vous trouver une vraie photo pour que vous voyez. Est-ce qu'on va le voir? Ah, je trouve pas une bonne photo. Alors l'effet de fun, c'est surtout les nuages qui sont que d'un côté de la montagne. Et je voulais essayer de vous trouver les rotors avec. Voilà. Ici. Ouais. Ouais, mais c'est surtout l'effet de fun, c'est surtout les images qui sont au-dessus de la montagne. D'accord? Alors j'essaye de voir. Hop. Et surtout, il fait froid de ce côté et chaud de ce côté. Parce qu'en gros, ça s'est vidé de son humidité. Et je cherche, voilà. Hop, ah voilà. Là, on a, hop là, un dessin qui représente un peu ce que j'ai essayé de vous montrer. Qu'il faut faire attention, c'est qu'en gros, cet effet-là, imaginez. Donc ça, c'est l'effet de fun avec la montagne. Ça fait des trucs comme ça. Là, ici, on voit, il y a le rotor à l'intérieur de là où il y a le truc ici. Quand j'essaye d'aller tout droit, ce qui va se passer, c'est que, vous voyez ici, il y a de l'air qui a tendance à me pousser vers le bas. Et là, il y a un rotor, il a tendance à me remonter. Là, ça me remonte, sauf que quand je vais arriver ici, ça aurait tendance à me rabattre un petit peu. Voilà. Donc ce qu'il faut voir, c'est que quand je suis en avion, tous ces phénomènes-là, on les étudie, on regarde d'où vient le vent. Et si je sais que je vais passer derrière une montagne, je vais faire gaffe aux vents qui peuvent me rabattre sur la montagne. Suivant dans quel sens je passe, ça peut être critique. Il faut prévoir des marges de manœuvre un peu plus grandes. Parce que normalement, on garde une certaine altitude par rapport au sol. Si j'avais prévu la limite légale, eh bien, c'est 500 pieds par rapport au sol. Sauf que si j'ai un vent qui me rabat
à ce moment-là, bah, mes 500 pieds, je pourrais essayer de monter tant que je veux. Si je suis à un endroit où le vent il a tendance à me rabattre vers le sol, je ne vais pas pouvoir monter. Et ça peut être très vite la déception, voire une déception finale. Hein. Ok. Donc, tous ces phénomènes-là, ce qui est important, c'est quand on est pilote d'avion, on les comprend. Et suivant où est le vent, suivant où sont les montagnes, on va se dire, soit je passe au-dessus pour être un peu moins impacté et avoir de la marge de manœuvre, soit je passe, si je devais passer ici et faire le tour de la montagne, je peux par exemple passer un peu plus loin. Et quand je vois ces nuages-là, je sais qu'à cet endroit-là, je vais faire attention parce que là, il va y avoir vachement de turbulence. Donc il vaut mieux passer soit avant, soit après. Et toujours en considérant les marges de manœuvre. Ça va l'idée, à peu près? Voilà. Donc ce qu'il faut retenir pour l'effet de fun, c'est de l'air froid et humide. Quand il y a une montagne, ça monte, ça fait de la pluie. Et de l'autre côté, on obtient de l'air un peu plus sec, un peu plus chaud. Ouais. Ça dépend de la force du vent. Voilà. Si j'ai des vents qui sont très faibles, le rotor il va être assez proche. Si j'ai des vents qui sont très forts, comme ça, très perpendiculaires, le rotor il va se retrouver un peu plus loin. Voilà. Après, les distances types, je ne sais pas te dire. D'accord? Voilà. La brise. Allez. On a bientôt fini, ne vous inquiétez pas. La brise, c'est quoi? La brise, c'est un petit vent. Et surtout, c'est un vent qui est régulier. Ça, la brise en région côtière, c'est la vidéo M23. Ok. La brise, elle est faite par quoi? J'ai deux zones qui ne sont pas à la même température. Qu'est-ce qu'a envie de faire la nature? Rééquilibrer les températures, les pressions. Donc en gros, il y a une masse d'air qui est aspirée vers l'autre pour rééquilibrer. C'est une brise. Une brise, c'est pas un vent fort, hein. C'est vraiment un truc assez léger. D'accord? Ça suit principalement les trucs jour-nuit. Et on va voir les brises en région côtière. C'est-à-dire quand vous êtes à la mer. Quand on est à la mer, il y a la brise de mer et la brise de terre. À quel moment il vaut mieux se baigner? Enfin, en tout cas, imaginez vous êtes sur un petit bateau. Si je suis sur un petit bateau, un bateau gonflable. Ceci est un bateau gonflable. Oui, il a une voile. Hein. C'est un bateau gonflable avec une voile. Qu'est-ce qui se passe quand il y a de la brise de mer? Pas de souci. Oui, mais je suis ramené vers la terre. La brise de mer, c'est en fait, ici j'ai de l'air qui se réchauffe ici, d'accord? Vachement plus vite. Là, l'eau, elle a une inertie hyper grande. Emilien, l'inertie de ça est très grande. Ok? J'ai une inertie très grande, ça chauffe pas beaucoup. La température de la mer, dans la journée, elle va pas varier de plusieurs degrés. La température du sol, si vous avez déjà essayé de marcher sur le sol l'été, le sable, pardon, ouais, ça peut vite changer. Voilà. Donc là, ici, comme j'ai une inertie très grande, la température, elle reste à peu près constante. Ça, par contre, le matin, c'était froid, l'après-midi, ça devient très chaud, donc il y a de l'air chaud, donc il y a de l'air froid, donc il y a une brise de mer. D'accord? Par contre, la nuit, qu'est-ce qui se passe? La température, ici, elle n'a toujours pas bougé. Ouais. Mais par contre, la Terre, elle est devenue beaucoup plus froide. D'accord? Si elle est devenue beaucoup plus froide, l'air, il est plus chaud au-dessus de la mer, ça monte, ça fait ça, et ça me fait une brise de terre. Avec mon petit bateau, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Je peux être extrêmement déçu. Oui? Mais des fois, la journée, il y a des vents qui viennent de la terre. Oui, mais c'est du vent. Là, on parle de la brise de mer et la brise de terre. C'est-à-dire que la brise, c'est lié à la différence de température des deux. Et principalement, donc là, on va le retrouver quand ça? Plutôt l'après-midi. Et ça, plutôt le début de matinée. C'est la brise qui fait ce courant. Et la nuit aussi. Alors, on ne parle pas des courants. Hein. Alors, bien sûr, la nuit plus le début de matinée. Hein. On parle de si on se baigne la nuit, on peut peut-être Emporté au loin. Tu peux être emporté au loin. Ok. Là, en gros, ce qui est dangereux, typiquement le jour où vous aurez des enfants, vous allez à la mer le matin. Le matin, il faut faire hyper gaffe parce qu'en fait, il peut très vite y avoir. Vous êtes sur un petit bateau gonflable, les petites bouées là. Vous pouvez être très vite amené au large, très très loin. Ouais, voilà. Mais en fait, les vagues, quand tu me disais les vagues, ça ramène vers le sol. En fait, la vague, ça te fait qu'un mouvement, théoriquement, avant qu'elle se pète, c'est qu'un mouvement vertical. Elle ne déplace pas la matière. Quand ça avance, ça recule.
Ouais, voilà, ça te fait un truc comme ça. Mais en fait, ça te pousse pas. Alors, sauf quand la vague, elle s'est pétée après, elle te pousse parce qu'il y a des trucs comme ça. Mais la vague de base, quand on est loin du sol, là, tant qu'on n'est pas ici, qu'elle n'est pas cassée, la vague, elle te fait monter, descendre, tu ne bouges pas en distance. Ce qui te fait bouger, c'est le vent. Voilà. Alors après, il peut y avoir des courants, il peut y avoir des courants dans certains cas particuliers, mais je parle du cas normal. La vague, elle fait rien. Ok? Les bails, c'est un courant par Je sais pas. Si c'est plus sécure de se baigner là où il y a des vagues que là où il n'y a pas de vagues. Ouais. Donc là, en gros, ça, après le milieu de matinée, on a de la brise de mer. Ça me ramène vers la terre. Quand on dit de mer, c'est que ça vient de la mer et ça va vers la terre. Ouais, Gaël? Est-ce qu'il y a possibilité que la brise de terre là, elle éloigne et que du coup, l'après-midi, la brise de mer est un peu. Alors, si tu restes des plombes et que tu n'as pas été amené à des kilomètres, oui, tu peux être amené l'après-midi, ouais. Mais bon, en général, après, ce qui se passe, c'est que les brises, elles sont pas non plus, c'est pas des trucs hyper forts. Si tu es trop loin en mer, tu n'as plus de brise de mer. Hein. La brise de mer, elle se fait vraiment pas très loin. Alors, pas très loin, c'est relatif, mais on n'est pas à plusieurs kilomètres. Voilà. Après, c'est quand même des mouvements globaux, mais bon, voilà. Faut juste y faire attention, ok? Est-ce que c'est bon ça pour tout le monde? Donc ça, les questions sur brise de mer, brise de terre, on peut vous demander, tiens, on est l'après-midi, est-ce que j'ai une brise de mer ou de terre? Voilà, des choses comme ça. Ok? Ok. Hop. Maintenant, on va parler de la brise en montagne. La brise en montagne, ce sera la vidéo M24. Ça, normalement, je vous en ai déjà un petit peu parlé. Typiquement, les parapentistes. Voilà, les parapentistes, ils volent quand? Alors, les débutants, ils volent plutôt le matin parce qu'il n'y a pas encore les brises qu'on va parler, d'accord? Ceux qui savent déjà bien faire du parapente et qui veulent rester longtemps en l'air, ils vont voler plutôt l'après-midi, l'été, quand il fait chaud, quand il y a du soleil, et on va se mettre de quel côté? Du côté ensoleillé de la montagne. Parce que du côté ensoleillé, on va avoir des bons vents qui montent. Ok? Ça c'est bon? L'air qui descend, c'est pas fou pour L'air qui descend, c'est pas fou pour rester en l'air, effectivement. Non. Donc, en gros, c'est vraiment les côtés ensoleillés qui vont faire de l'air chaud. Et donc, c'est pour ça qu'on voit tous les parapentes du même côté de la montagne. Après, il y a des règles de priorité, comme on verra pour les avions. Les avions peuvent se retrouver dans les mêmes espaces que les parapentes. C'est pas souvent non plus, hein, soyons honnêtes, mais ça peut arriver. Les parapentes peuvent monter vraiment haut, hein, en vrai. Si. Ah, si. Ils peuvent monter très très haut. Alors, non, il ne faut pas abuser non plus. Mais après, ce que je veux dire, c'est que les parapentes, ils sont capables de faire... Il y a des courses d'endurance où ils font plusieurs centaines de kilomètres dans la journée. Attends, ils posent jamais le pied par terre? Ah oui. Ils ne se posent pas. Ils vont prendre tous les trucs ensoleillés, ils vont prendre dès qu'ils voient un cumulus, ils vont se jeter dessous. Dès qu'ils voient un aigle ou des oiseaux comme ça, ils vont suivre les oiseaux parce qu'ils savent qu'il y a des ascendants. Voilà. Ok. La nuit et la soirée, c'est l'inverse. Qu'est-ce qui se passe? On va avoir des courants qui descendent comme ça, surtout quand c'est à l'ombre. Là, on est à l'ombre de la montagne. Et qu'est-ce qui va se passer? Du coup, du côté ensoleillé, c'est là où ça monte. Donc là, le soleil qui était là au début, il fait que là ça monte, là ça descend. Et le soir ou en fin d'après-midi, c'est l'inverse. Donc un côté qui était bien le matin sera plus bon l'après-midi, etc. C'est bon pour tout le monde? Et enfin, ce que je disais tout à l'heure, là vous avez un schéma de ce qu'on avait dit tout à l'heure. Ici, on est sur l'effet de fun et on a des ondes orographiques, c'est-à-dire des ondes où comme il y avait un truc ici qui perturbe le mouvement d'air qui aurait dû être tout droit, cet air-là, il a tendance à monter, donc il pousse la couche d'au-dessus, qui pousse la couche d'au-dessus. Donc ça pousse des couches comme ça, qui se sont réchauffées, qui sont montées en altitude, qui sont blablabla, elles redescendent, elles remontent. Et on obtient ici des rotors, et ici plusieurs trucs à lenticulaires. Ok? Voilà. Ce qu'il faut... Alors, ça peut être au-dessus des montagnes, mais ici on va les retrouver aussi. Si tu vois, ça va faire des petits chapeaux. Voilà. Après, soyons honnêtes, c'est pas, vous n'êtes pas météorologiste tout de suite, donc il y a encore un peu de marge. Ceux qui voudront se spécialiser, vous pourrez, pas avec moi. Pitié, pas avec moi. Allez, on parle d'un avant-dernier truc. On va parler
dans la vidéo M26 du jet stream. Ah oui, ça c'est. Le jet stream, en français, il a un nom, waouh, en français québécois, le courant jet. Voilà, délicieux comme nom. Le jet stream, c'est quoi? C'est assez haut dans l'air, c'est un courant d'air très fort, et quand je dis très fort, je pèse mes mots, hein, qui est assez gros, plusieurs centaines de kilomètres de large, pas très épais, et en fait qui pousse dur. C'est utilisé pour quoi? Bah, c'est utilisé principalement pour les avions de ligne, quand ils doivent faire certains trajets dans un sens, ils vont aller chercher le jet stream, parce que ça va les aider à avancer. Quand ils sont dans l'autre sens, surtout, ils vont passer en dessous pour éviter de se faire ralentir. Hein, Le Paris-New York aussi. par exemple, pour les gros trajets type Paris-New York. Ouais. Ouais. Alors en fait, passer le mur du son, le problème de dire le mur du son, c'est toujours par rapport à l'air qui est autour de nous. Or, les gens qui disent, ouais, ils passent le mur de son dans ce cas-là, en fait, ils comparent la vitesse de l'avion, non pas par rapport à l'air qui est autour d'eux, mais par rapport au sol. Sauf que l'air qui est autour d'eux, c'est pas compressé autant que si j'étais la même vitesse par rapport au sol dans un air stable, dans un air immobile, pardon. Donc du coup, c'est pas un vrai mur du son, parce que le vrai mur du son, il est par rapport à l'air qui t'entoure. Mais je suis d'accord avec toi, on est dans cette logique-là de dire, ça dépend toujours de quoi je parle. Voilà. Si tu cours en étant dans un train qui va avancer et que tu me dis j'ai couru à 120 km/h, ouais, mais techniquement parlant, toi t'as couru que par rapport à la vitesse du train, quoi. Voilà. Mais c'est stylé de le dire comme ça. J'ai trouvé ça. Ce jet stream, il est déjà très haut. Il y a plusieurs cellules. Je ne sais pas si vous vous souvenez, sur la planète, on avait fait plusieurs cellules comme ça. Et je vous avais dit, on s'en bat les steaks. Félicitations. Il faut savoir ce que c'est le jet stream. Ça, on s'en fout. Ok. Ce qu'il faut voir, c'est que la vitesse à l'intérieur des vents, ça peut aller de 200 à 300 km/h. C'est vraiment des vitesses, on y gagne énormément si on va chercher le jet stream. Oui, c'est pour L'inconvénient, c'est que c'est à 10 km d'altitude. ça- c'est pour ça qu'on enlève On gagne a 2 la heures. vitesse du son Ouais. par rapport au sol, mais 200-300 km/h. Attention, c'est quoi la vitesse du son? 340 mètres par seconde. 340 mètres par seconde. Attention à le ramener en kilomètres/heure. Ça me donne quoi la vitesse du son? 1200. 1400. Comment je fais? J'écris 340 mètres sur une seconde, par exemple, et je le transforme en kilomètres par heure. Ok? Ou sinon, si vous connaissez la règle, c'est x 3,6. Mais bon, ça revient au même. Tout ça pour dire que ça fait à peu près 1200 km/h. Donc, 1200 km/h par rapport à 200 et 300, il faut rajouter la vitesse de l'avion et tout ça là-dedans. Mais bon, c'est quand même... faut comparer ce qui est comparable, quoi. On n'y est pas encore. Hein. Ok? Voilà. Là, ici, vous avez les deux courants principaux qu'on peut retrouver. D'accord? Je ne rentre pas trop dans les détails. Maintenant, ça, si vous voulez plus de détails, vous l'avez, tout ça, dans la vidéo M27. Ok? Donc. Dernière, et ça va être une des parties les plus importantes aujourd'hui, des trucs qu'il faut retenir. Ah, j'ai vu Inès se réveiller. C'est les vents locaux. Et on dit pas les vents locaux parce qu'ils sont fous. Non. Ouais, il faut parler un peu espagnol pour cette blague. Locaux. Non. Locaux, c'est fou en espagnol. Voilà. Ça s'écrit L-O-C-O. Ouais, blague multilingue. Waouh. Les vents à connaître. C'est hyper important de connaître ces 5-là. D'accord? Vous avez ici le Mistral. La deuxième, qui est ici, la Tramontane. Lui, on se prend lui là. Voilà, Mistral et Tramontane. Ok. Ensuite, on va en avoir deux autres à connaître, trois autres. Sirocco, c'est le vent qui vient de la Corse. Voilà. Et là, ici, on va avoir, dans ce sens-là, là. Alors, il y en a deux vents, souvent. C'est bon? Souvent, on vous embête pas trop à savoir lequel est lequel. En fait, les deux, ils sont à la suite l'un de l'autre, ici, d'accord? C'est vent marin et vent d'autant. Le vent marin, il est dans la... Il est plutôt dans la mer et vent d'autant un peu plus. Mais bon, dans l'idée, On a la tramontane chez nous. Tramontane, ouais. Et après, quand tu vas plus vers Lyon, Grenoble et tout ça, c'est plus le Mistral.
Ce qu'il faut voir, ça vient d'où ces vents là? Pourquoi il y a ces vents là? Le Mistral. Hein? C'est la vallée du Rhône, le Mistral. Exactement, voilà, c'était ma question. D'où ça vient? Bah, ça vient du fait qu'en fait il y a des montagnes autour. Hop, il y a une rivière au milieu. Des Alpes. Voilà. En gros, ces vents-là, pourquoi ils sont toujours dans ce sens-là? Ben, en fait, ici, vous imaginez que si je mets une barrière là, ben, forcément, les vents, ils vont pas en perpendiculaire, ils vont plutôt être poussés par les différentes barrières naturelles. Ça, c'est les différents vents à connaître. Il y a très souvent, pour pas dire chaque année, des questions sur Mistral, Tramontane, Sirocco, vent marin, vent d'autant. Souvent, on vous donne une petite carte et on vous dit, oh, le vent numéro 3, comment il s'appelle? Et parmi les propositions, vous avez tout cela. Donc c'est pas le tout de savoir les reconnaître, c'est le tout de savoir les placer et dans le bon sens. Ok. Voilà. Donc On peut se dire que après, les vents du sud, c'est vous qui voyez, mais moi personnellement, je sais que ça fait tac tac, Mistral, Tramontane, et ensuite les autres. Bon, ben Sirocco, c'est celui de la Corse, et là, c'est les deux derniers, vent d'autant et vent marin. Il n'y a pas de bonne technique, il n'y a pas de mauvaise technique. Voilà. Le Mistral est plus facile à retenir. Le Mistral est peut-être plus facile à retenir, je sais pas. Ce que je vous propose, on finit sur le questionnaire. D'accord? Donc je vous laisse un quart d'heure pour le faire. On va voir, on peut peut-être même le corriger aujourd'hui. Voilà. Et puis ensuite, on se dira la semaine prochaine. Mais vous pouvez descendre. Attends, non, je suis... Merde. Mercredi. Mercredi. Ouais, il était un peu plus court celui-là. Je ne trouve pas mon bouton. Ah. Monsieur. Attends une seconde. Excuse-moi, hein. Attends. après, souvent, c'est à cette question, c'est que c'est ça. Cette réponse. Non, c'est pas ça. Ouais, mais si on a deux, c'est forcément ça. On ne met qu'une seule réponse. Mais c'est pas du bon. Mais si, Oui, on a c'est vu la ça. pollution, mais c'est surtout ça. Je n'arrive pas. Oui, tu veux les questions, pardon. Hop. Hop là. Je crois que je vais arrêter l'enregistrement ici, j'arrive pas à reprendre. Je n'arrive pas à le mettre en pause.